Frédéric, aujourd'hui, vous voulez nous parler des fissures, mais pas pour les expliquer ou déterminer leur cause, mais plutôt la démarche de l'expert qui conduit à ses conclusions. Ouais, je voulais faire plutôt une vidéo, pour plutôt effectivement, parler de la démarche intellectuelle que l'on a ou en tout cas des investigations qu'on va mener pour essayer de comprendre les causes, d'une fissure. Je voulais pas forcément faire une vidéo pour expliquer, vraiment, quelle est la cause de telle fissure en escalier, machin et tout ça. Donc c'était vraiment pour expliquer, la méthodologie que nous on emploie, Expert, qui est une méthodologie quasiment universelle, hein. Donc voilà, c'était ça que je voulais mettre en évidence dans cette vidéo. On parle de fissures, mais parfois on dit aussi micro-fissures ou lézardes. Quelles sont les différences? Oui, il existe 3 types de fissures. En fait, c'est en fonction de leur taille. On a en premier les micro-fissures, donc c'est tout ce qui est inférieur à 0,2 mm, donc d'épaisseur. Ça, c'est de la micro-fissure. Ensuite, je vais avoir de la fissure, donc là, c'est entre 0,2 mm et 2 mm. Et après, je vais avoir là ce qu'on va plutôt qualifier de lézarde. Donc là, c'est beaucoup plus gros. Et là, c'est au-delà de 2 mm. Là, c'est vraiment très important. Il y en a certaines où on peut vraiment rentrer la main à l'intérieur. Du coup, pour les nommer, il faut mesurer l'écartement, c'est ça? Oui, on a besoin effectivement. On utilise donc c'est comme un réglé, hein, on appelle ça un fissuromètre, tout simplement pour mesurer l'épaisseur des fissures. Et d'ailleurs, pour revenir par rapport au nom des fissures, pour donner un exemple, parce que des fois on se rend pas bien compte, mais une micro-fissure, quand on dit que ça va pas plus loin que 0,2 mm, si je prends en comparaison un cheveu en épaisseur, ça fait 0,07 mm. Une feuille de papier classique qu'on utilise pour l'imprimante en 80 grammes, 80 milligrammes, ça fait pas plus de 0,075 mm. Donc cette microfissure, par exemple, c'est vraiment quelque chose de très fin. Et effectivement, on utilise un petit réglé qui nous aide à mesurer et à voir exactement et pouvoir la qualifier si c'est microfissure ou fissure. Bon, les arbres, on n'a pas réellement besoin de régler, quoi. Leur forme est aussi importante? Oui, leur forme est importante puisque je peux les avoir soit droites, soit je peux les avoir en courbe, je peux les avoir également en escalier et je peux les avoir en étoile aussi, on appelle ça. Et en fonction de la forme qu'elles ont, effectivement, ça nous conduit sur certaines pistes d'investigation. Parfois, on parle de désaffleurement. Ouais, le désaffleurement, c'est quand on a un décalage de chaque côté de la fissure. Donc ça peut être si je suis sur une fissure à plat, ça peut être un décalage comme ça. Si c'est sur un mur, ça peut être un décalage comme ça. On comprend bien que lorsque j'ai un désaffleurement qui est important, ça peut être quand même assez grave. Et c'est très intéressant au niveau du carrelage aussi, cet aspect de désaffleurement, parce que ça peut être, c'est ce qui peut donner l'aspect coupant ou pas. Et effectivement, selon la qualification qu'on veut y donner, pour nous, ça a une importance. Donc le désaffleurement est quelque chose qu'on regarde. Tout à fait, ouais. Alors, leur localisation peuvent être plus ou moins graves du coup. Alors, les localisations, oui, parce qu'en fonction de là où elles sont localisées, en fait, ça dépend de l'ouvrage. Est-ce qu'on va retrouver une fissure qui va être simplement sur un carrelage ou sur une dalle brute en béton, c'est pas la même chose, ou une fissure qu'on va retrouver sur une façade à côté d'un coffre de volet roulant, ou qu'on va retrouver par exemple à la verticale sur une poutre en béton. Effectivement, en fonction de sa position, la gravité est pas forcément la même. Donc, les positions des fissures permettent de mieux comprendre leur cause? Oui, parce que à partir du moment où la fissure est posée à un certain endroit, donc si je vais faire la différence entre une fissure qui est entre deux plaques de plâtre, je peux comprendre que c'est une fissure esthétique qui est au niveau d'un joint. Si c'est une fissure en escalier près d'une fondation et qui part du bas de la façade, là je commence à avoir des intuitions qui me disent que peut-être il y a un problème au niveau de la fondation. Si j'ai une fissure pareil qui est au milieu d'une poutre en béton, là, je vois bien qu'il y a peut-être un problème structurel sur la poutre elle-même. Donc, effectivement, la position de la fissure a vraiment son importance. Et les saisons, elles peuvent avoir une influence? Oui, parce que selon l'origine des fissures, effectivement, ça va donner vie à la fissure. Donc, en fonction des saisons, que ça soit, je prends la saison pluvieuse en hiver ou vraiment à l'extrême en été, la sécheresse, on connaît bien le problème avec l'argile, les phénomènes que ça va faire des fissures vivantes. Donc, selon l'origine, enfin ou la cause de la fissure, effectivement, la saison peut avoir son importance, même dans l'analyse, pour trouver justement la cause des fissures. Est-il important d'avoir un historique des fissures et peut-on savoir quand une fissure est apparue?
Alors, selon le type effectivement d'investigation qu'on va mener, l'intérêt d'avoir l'historique de la fissure effectivement peut être important. Parce que déjà, ça va permettre de conduire, de savoir si le désordre continue à évoluer ou pas, et puis depuis quand il existe. Si on arrive à déterminer qu'une fissure est déjà là depuis 15 ans, et qu'elle n'a pas forcément tellement évolué, on se dit que le risque n'est pas forcément très important. Et des fois, effectivement, on arrive à avoir cet historique-là, soit par la connaissance des gens, parce qu'ils connaissent la maison depuis longtemps ou autre. On peut également faire des recherches. Alors, par exemple, on utilise des outils de recherche comme des moteurs de recherche où on peut avoir sur des cartes maps, on peut avoir les photos. Et comme on peut revenir en arrière parfois sur certaines photos qui ont été prises, et si par chance la façade se trouve au côté rue, effectivement, on peut avoir ces historiques-là. Mais pour nous, effectivement, oui, ça peut avoir une importance selon le type de cause vers laquelle on va mener les investigations. C'est pour cela qu'on pose parfois des témoins? Oui, c'est l'intérêt parce que si on veut continuer à surveiller une fissure, parce qu'on estime qu'aujourd'hui elle met pas en péril, mais qu'il est important de la surveiller, effectivement, on place donc soit un témoin. Donc un témoin, ça peut être un plot de plâtre ou de ciment qui est marqué sur la fissure, et puis on mesure, on date. Le moment où on l'a fait, ou alors on peut poser ce qu'on appelle une jauge. Donc ça, c'est une jauge, c'est comme un réglé, et qui va suivre au fur et à mesure que la fissure s'écarte, le réglé va donner des mesures qui sont plus importantes, et puis on fait des repérages, et on fait des relevés tous les trimestres, par exemple, et ça nous permet de voir une évolution ou peut-être pas d'évolution. On parle parfois de fissures esthétiques et parfois de fissures structurelles. Ouais, c'est là où c'est très important, et la différence que nous on doit faire en tant qu'experts, parce que il peut y avoir des fissures qui sont des fois peut-être impressionnantes, importantes, mais qui sont uniquement esthétiques, c'est-à-dire qu'elles ne touchent pas un ouvrage porteur de la construction, et elles mettent pas en péril le bien. Alors que la différence, une fissure qui affecte la structure, là, ça peut être différent parce que ça peut avoir des conséquences très graves, et les histoires récentes nous le montrent, des événements récents qu'on peut entendre à la télé nous le montrent. Donc ça a quand même une très grosse importance, nous, en tant qu'experts, de faire la différence entre une fissure qui est d'ordre esthétique ou une fissure qui est d'ordre structurel. Ouais. On sait que les sols peuvent avoir donc une influence, ainsi que les changements climatiques. Une étude géotechnique est-elle toujours nécessaire? En fait, ça va dépendre essentiellement des premiers indices que l'on a. Est-ce que si ça nous dit que c'est l'origine ou en tout cas si l'origine de la fissure effectivement pourrait venir d'un problème du sol ou des fondations, on va être obligé de mener des investigations géotechniques pour en savoir plus. Maintenant, si dans les premières investigations qu'on a menées, on a écarté une problématique du sol, non, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est pas systématique de faire une étude de sol. Les cartes du BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, qui sont mises à notre disposition, peuvent-elles suffire plutôt que de faire une étude de sol qui est assez onéreuse, il me semble? Oui, on peut effectivement, parce que ces cartes qui sont mises à disposition nous indiquent à peu près la nature du sol selon les régions. Après, le problème, c'est que la précision est pas exacte, et ce qui est normal, puisque elles sont créées à partir de données d'excavation qui ont été faites et de sondages. Donc, il peut arriver que sur des zones argileuses, en fait, quand on vient faire des investigations, l'argile n'est pas si proche que ça, et à l'endroit où on a le problème, c'est pas forcément une des causes. Mais les cartes du BRGM, effectivement, permettent déjà de nous orienter sur certaines hypothèses. C'est une utilité, et nous, experts ou géologues, de toute manière, on les utilise. Donc ça, c'est clair. Et les fondations alors? Ce n'est pas important de les connaître? Si, mais c'est toujours pareil. C'est exactement comme c'est comme la nature du sol. C'est d'ailleurs quand on fait une étude géotechnique à l'intérieur, dans ces études-là, dans ces investigations que l'on fait, on fait également la découverte des fondations. D'ailleurs, on cherche à savoir comment sont faites les fondations, à quelle profondeur, l'assise de la fondation, la dimension, etc. Maintenant, c'est toujours pareil. Ça a un intérêt pour nous en tant qu'experts de le savoir. Si on estime que déjà les premiers indices que l'on mène dans nos investigations nous conduisent vers peut-être un problème ou de fondation ou du sol, oui, c'est un intérêt. Si c'est pour examiner des fissures qui sont près d'un toit à l'horizontale, non, ça n'a pas forcément d'intérêt pour nous, quoi. Il existe d'autres facteurs environnementaux qui permettent d'orienter l'analyse et l'origine du désordre? Oui, parce que l'environnement est très important. Par exemple, les végétaux. Si j'ai des végétaux qui sont près d'une construction,
Je peux avoir également des canalisations qui passeraient sous une façade ou effectivement contre des fondations. Ce genre d'éléments et de reconnaissance à faire est très important parce que, comme je disais, il n'y a pas forcément besoin une problématique au niveau du sol en lui-même, parce que ça serait argileux, par exemple. Ça peut être vraiment un problème qui est lié à un arbre qui est à proximité ou ce genre de choses. Faut-il systématiquement avoir recours à des investigations complémentaires pour avoir la certitude d'une cause de fissure? Alors, ben non, ça dépend en fait. C'est vraiment des fois, on arrive de suite en arrivant sur une zone sinistrée, en regardant les fissures, en les voyant. Bon, on sait à peu près par expérience sur quel type de cause on va tomber. Mais par moment, ben oui, on n'a pas le choix. On est obligé de mener des investigations plus importantes parce qu'on n'est pas certain. Est-ce que c'est un problème qui est lié au sol? Est-ce que c'est un problème qui est lié à la fabrication elle-même de la fondation parce qu'elle a été mal faite ou de l'édification d'un mur ou d'une poutre? Voilà. Parfois, effectivement, oui, on a besoin de monter, d'aller vers des investigations beaucoup plus importantes ouais, pour comprendre. Ouais. Finalement, l'expert raisonne comme un médecin généraliste? Ah, c'est exactement la même chose. Hein. L'expert, il a exactement la même méthodologie parce que le patient vient avec les premiers symptômes qu'il a et qu'il explique au médecin. Le médecin, lui, il va chercher à identifier d'autres symptômes. En fonction de ces symptômes, il s'est à peu près fait une idée sur les causes possibles de maladie. Mais maintenant, il faut arriver à les éliminer pour qu'il n'en reste plus qu'une. Donc, il peut demander des investigations complémentaires comme un IRM ou la consultation de notre spécialiste, un ORL par exemple. Et à partir de là, il aura pu mettre le nom sur la vraie maladie. Donc, l'expert, il fait exactement le même process que ferait un médecin généraliste. Donc, une fois que l'expert a déterminé les causes exactes du désordre, il va faire des prescriptions pour réparer? Alors non, en fait, en tant qu'expert, on n'est pas maître d'œuvre, donc on ne peut pas forcément faire des prescriptions, pour la simple raison que bien souvent les experts n'ont pas d'assurance décennale. Alors évidemment, ceux qui peuvent le faire, c'est ceux qui font le travail d'expert, mais qui sont également qui ont un bureau d'études ou qui sont maîtres d'œuvre. Eux peuvent faire des prescriptions. Nous, en tant qu'experts, non, on fait pas de prescription. On oriente vers ce qu'il faut faire, mais on décrit pas exactement les travaux. Donc, on va également accompagner et diriger vers des spécialistes. Ça peut être un bureau d'études structure, ça peut être un bureau d'études ingénieur sol ou des sociétés qui sont spécialisées pour réparer le désordre en question. Mais on peut pas faire une prescription détaillée. Non, on n'est pas en mesure de le faire. C'est pas un problème effectivement de compétences techniques, c'est uniquement un problème d'assurance. Donc finalement, si l'on suit ce protocole d'analyse que vous nous avez expliqué pendant cet entretien, on saura nous aussi déterminer la cause d'une fissure? Oui, non, là, ça serait trop simple quand même. Les experts, si on est expert, c'est parce qu'on a une expérience, on a eu des formations également pour ça, et donc c'est pas donné à la portée de tout le monde. Et comme je disais en introduction de cette vidéo, elle n'a pas vocation à expliquer la cause ou l'origine des fissures, mais uniquement le processus que fait l'expert pour essayer d'identifier l'origine et après la cause de la fissure. Voilà. Donc non, on aura toujours besoin d'experts pour identifier ce type de désordre. C'est vraiment un métier à part entière. Il faut pas s'amuser à s'aventurer à faire ça soi-même, surtout si jamais on se retrouve sur une fissure qui peut être grave ou mettre en péril un ouvrage. Voilà, faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Frédéric, merci beaucoup pour toutes ces explications. À bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, merci. Une prochaine vidéo alors. Au revoir.